L'objectif de cette présentation est de vous exposer les points de vigilance particuliers relatifs aux principaux contrats que la société de projet va conclure pour la construction et l'exploitation de l'unité de méthanisation. Si un des termes employés lors de cette présentation ne vous est pas familier, n'hésitez pas à consulter le glossaire mis à votre disposition. Les principaux contrats à conclure par la société projet sont appelés contrats industriels. Le porteur de projet va conclure des contrats en sa qualité de maître d'ouvrage, aussi appelé MOA. Le maître d'ouvrage est la personne pour le compte de laquelle l'unité va être construite. Dans le cas d'un projet de méthanisation, il s'agira de la société dédiée qui aura été créée pour porter le projet. Le maître d'ouvrage va tout d'abord conclure des contrats de fourniture d'intrants qui permettront de sécuriser l'apport de matière sur le plus long terme possible. Dans la phase de préparation de la construction, le maître d'ouvrage peut également conclure des contrats avec deux acteurs fréquents, l'assistant à maître d'ouvrage, aussi appelé AMO, et le maître d'œuvre, aussi appelé MOE. L'assistance de ces deux partenaires, AMO et MOE, est facultative, mais elle est fortement recommandée. Surtout, le maître d'ouvrage, c'est-à-dire la société de projet, va confier à un constructeur la mission de construire l'unité de méthanisation. Il est fréquent que le constructeur propose un contrat dit clé en main, portant sur l'ensemble des prestations nécessaires. Le contrat clé en main est facultatif. C'est ce type de montage contractuel qui sera analysé dans la présentation qui va suivre. Enfin, le maître d'ouvrage, qui sera devenu exploitant de l'unité de méthanisation, conclura un ou plusieurs contrats avec des entreprises de maintenance. Cette maintenance, qui peut être préventive et ou curative, peut porter sur certains équipements de l'unité ou sur l'unité dans sa globalité. C'est ce que nous verrons plus loin. Il faut bien situer le rôle du maître d'ouvrage à l'égard des autres partenaires du projet. Il est important ainsi de bien détailler les missions de chacun afin que le chantier se déroule de façon sérieuse et qu'en cas de difficulté, il puisse y avoir un partage clair de responsabilités. Le maître d'ouvrage a un rôle central, car il est à l'origine du projet et c'est pour son compte qu'il sera réalisé. Le maître d'œuvre, appelé MOE, a un rôle totalement différent, bien que son nom soit proche de celui du MOA. En effet, le maître d'œuvre a pour mission de répondre techniquement aux besoins exprimés par le maître d'ouvrage et de piloter l'ensemble du projet en phase d'étude et souvent aussi en phase chantier. L'assistant à maître d'ouvrage, l'AMO, n'assure pas le même rôle, puisqu'il est quant à lui chargé d'assister le maître d'ouvrage sur certains aspects techniques, administratifs ou financiers. Il n'est pas là pour assurer des prestations techniques, ni répondre aux besoins techniques du maître d'ouvrage, comme le fait un maître d'œuvre. S'agissant du constructeur, et toujours dans l'hypothèse d'un contrat de construction clé en main, il s'agit de l'entreprise qui réalise l'unité de méthanisation, en faisant appel ou non à des sous-traitants et à des fournisseurs d'équipements. La société de maintenance, ou le mainteneur, se verra chargé de la maintenance préventive ou curative de l'unité. Le contrat peut parfois porter sur des équipements seuls, par exemple le moteur de cogénération, l'épurateur. Enfin, le fournisseur d'intrants est le partenaire qui fournira l'unité en matière destinée à être valorisée en biogaz. Excepté pour les projets en autonomie totale, plusieurs fournisseurs d'intrants contractent avec le porteur de projet. Quels vont alors être les contrats que le maître d'ouvrage va conclure? Il s'agira du contrat d'approvisionnement en matière organique ou de contrat d'apport d'intrants, plusieurs dénominations se retrouvant en pratique, avec le fournisseur d'intrants. Du contrat d'AMO ou d'assistance à maîtrise d'ouvrage, avec l'assistant à maître d'ouvrage. Du contrat de MOE, maîtrise d'œuvre, avec le maître d'œuvre. Du contrat de conception-construction, parfois appelé contrat de fourniture d'unité clé en main, avec le constructeur. Et du contrat de maintenance, avec le mainteneur. Nous allons tout d'abord aborder le contrat d'AMO. Il s'agit d'un contrat facultatif, mais qui est en pratique recommandé, car il permet au maître d'ouvrage de bénéficier de l'expertise d'un prestataire technique qui connaît les enjeux d'un projet de méthanisation,
et qui saura consacrer le temps nécessaire pour les relations avec les autres partenaires du projet. L'AMO est en effet chargé d'assister la SPV sur les aspects administratifs, techniques et financiers du projet et des travaux. Le rôle de l'AMO doit être en revanche bien défini, au risque sinon d'être requalifié en contrat de mandataire, voire de contrat de maître d'œuvre. Ainsi, l'AMO n'a pas de pouvoir de décision ou de représentation du maître d'ouvrage à l'égard des tiers. L'AMO n'est pas un maître d'œuvre et ne doit pas, à ce titre, intervenir dans la conception ou la réalisation de l'unité. Il n'a pas non plus à donner son avis technique sur les choix opérés. Plusieurs points clés du contrat d'AMO doivent être soulignés. Tout d'abord, s'agissant du choix de l'AMO, posez-vous les questions essentielles suivantes. L'AMO dispose-t-il d'une expérience réelle en méthanisation? Quelles sont ses références? Est-il correctement assuré en responsabilité civile professionnelle? Demandez-lui une attestation d'assurance détaillée. A-t-il la disponibilité et la réactivité nécessaires pour ses missions au regard du calendrier de votre projet? Ensuite, s'agissant des missions de l'AMO, elles devront être bien encadrées par le contrat, afin notamment d'éviter de déborder sur des missions de maîtrise d'œuvre. Il n'y a pas de mission type, et l'activité de l'AMO peut être variable. Il peut intervenir en assistance au développement du projet, la sécurisation du foncier et l'aide à la conclusion de conventions d'intrants. Il peut assurer une assistance dans le montage administratif, technique et économique. L'AMO peut aussi aider le maître d'ouvrage dans la consultation et le choix des constructeurs. Il peut aider à la préparation des travaux et du suivi du chantier. Attention, en revanche, nous vous rappelons qu'il ne s'agit pas pour l'AMO de donner des avis techniques et qu'il ne conçoit pas l'ouvrage. Sinon, le contrat d'AMO risque la requalification en contrat de maîtrise d'œuvre, avec toutes les conséquences que cela comporte en matière de non-couverture de l'assurance de l'AMO en cas de faute, par exemple. En termes de responsabilité, l'assistant à maître d'ouvrage ne représente pas le maître d'ouvrage et il ne signe pas en son nom. C'est une des différences avec la maîtrise d'ouvrage déléguée, appelée la MOD. L'AMO est responsable des fautes commises dans l'exécution de ses missions. Il est recommandé de vérifier que le contrat prévoit l'indemnisation du maître d'ouvrage en cas de résiliation pour faute de l'AMO. Par exemple, une perte de recettes, les frais de recherche de nouvelles AMO peuvent être prévus. S'agissant maintenant du contrat de maîtrise d'œuvre, il s'agit là aussi d'un contrat facultatif, mais qui est en pratique de plus en plus réclamé par les banques et les assurances. Il est donc recommandé d'en conclure un, car il permettra au maître d'ouvrage de voir ses besoins traduits en termes de réponses techniques et de confier le suivi de la réalisation de l'unité à un professionnel de la méthanisation. Il est fréquent de rencontrer deux types de maîtrise d'œuvre. La maîtrise d'œuvre unique, portant sur l'ensemble du projet, et la double maîtrise d'œuvre, l'une étant consacrée au process de l'unité, méthanisation, valorisation, et l'autre à la construction proprement dite, souvent appelée MOE-BTP. Il convient de bien anticiper le champ d'intervention du maître d'œuvre, car il est fréquent que des maîtres d'œuvre issus du BTP, pas forcément spécialisés, n'interviennent que dans ce domaine et excluent la maîtrise d'œuvre process alors qu'elle présente un enjeu important pour le projet. Comme évoqué précédemment, le maître d'œuvre est chargé d'apporter une réponse technique aux besoins exprimés par le MOA. À ce titre, il doit s'assurer que là où les entreprises responsables des travaux ou les fournisseurs d'équipements satisfont aux besoins du porteur de projet. Cela peut passer par une aide au maître d'ouvrage lors du choix du constructeur, en cas de clé en main, ou des entreprises prestataires. Le maître d'œuvre sera chargé du suivi du chantier, via l'assistance aux réunions, et du respect des délais. Sur le plan financier, le maître d'œuvre peut être tenu du suivi du budget, de la validation des factures et d'éventuelles commandes de travaux supplémentaires. Le maître d'œuvre a une obligation de résultat en la matière. Les points clés du contrat de maîtrise d'œuvre portent là aussi sur une bonne définition, dès le départ, des missions confiées au maître d'œuvre. Tout d'abord,
Y aura-t-il un recours à une maîtrise d'œuvre unique ou à une maîtrise d'œuvre différenciée, process, construction? Dans le cas d'une double maîtrise d'œuvre, il est recommandé de bien détailler l'articulation entre les deux maîtres d'œuvre et leur relation avec le constructeur ou les entreprises prestataires. Par ailleurs, quelles sont les missions précises du maître d'œuvre? Sachant que les missions type, esquisse, avant-projet sommaire, avant-projet détaillé, etc., permettent de renvoyer à des prestations bien connues des professionnels du bâtiment. Le contrat doit également préciser les modalités de rémunération et l'échéancier de paiement. Il est intéressant de prévoir un étalement des paiements afin de couvrir l'ensemble des prestations. Le choix du MOE est une étape primordiale, impliquant de se poser les questions suivantes. Le MOE dispose-t-il d'une expérience réelle en méthanisation et non pas seulement en BTP? Quelles sont ses références? Contactez les sites qu'il a suivis pour recueillir leur retour d'expérience. Est-il correctement assuré en responsabilité civile professionnelle et décennale? Là aussi, demandez-lui la copie de sa police afin de connaître les couvertures et les plafonds d'indemnisation. A-t-il la disponibilité et la réactivité nécessaires au regard de votre calendrier? Le label Calimeta du MOE est de plus en plus exigé par les banques et les assurances. Il peut être un gage de sérieux et faciliter l'obtention de vos financements. Le contrat de maîtrise d'œuvre doit détailler les missions confiées. Sans être exhaustif, nous recommandons de prévoir à minima que le maître d'œuvre soit chargé des visas des plans d'exécution du constructeur ou des entreprises, de la gestion des interfaces et de la supervision des travaux, de la validation des commandes et du choix du matériel, de la validation des factures du constructeur ou des entreprises par le maître d'œuvre, du traitement des réclamations et pénalités du constructeur ou des entreprises. Il est également recommandé de prévoir une maîtrise du budget du chantier via des pénalités, par exemple si le montant réel des travaux excède plus de 4 à 6% du coût prévisionnel établi par le maître d'œuvre. La gestion des délais peut être encadrée par une clause de pénalité de retard, même si en pratique, peu de maîtres d'œuvre la prévoient dans leur contrat de base. Le porteur de projet doit maîtriser son mix d'intrants, car de ce gisement dépend en grande partie la rentabilité de l'installation. Il est donc recommandé, pour les sites qui ne sont pas en autonomie, de conclure des contrats de fourniture d'intrants. De tels contrats, facultatifs, permettent de sécuriser l'apport de matière sur le moyen, voire le long terme, surtout dans un contexte de concurrence accrue sur certains déchets. Avant de conclure de tels contrats, nous vous recommandons de vous interroger sur les points suivants. Tout d'abord, suis-je en mesure d'assurer l'apport en intrants de manière durable, que ce soit directement par les exploitations des associés ou par des apports externes? Il est primordial de s'assurer, en effet, de pouvoir sécuriser un approvisionnement en qualité, en quantité et en saisonnalité suffisante pour que le projet soit financièrement rentable. Ensuite, quelles sont les alternatives si un des fournisseurs d'intrants fait défaut? Dans une telle hypothèse, il faut prévoir un mix d'intrants et des sources d'approvisionnement de secours dans la mesure du possible. Comme vous le verrez, le modèle de contrat disponible dans la Toolbox prévoit une renonciation à ce qu'on appelle la théorie de l'imprévision. Cette renonciation permet d'assurer une meilleure stabilité du contrat, mais il faut avoir en tête qu'en pratique, des imprévus peuvent survenir et qu'une renégociation des contrats d'apport peut avoir lieu. Enfin, est-ce que les intrants disponibles sont suffisants en termes de quantité, mais aussi et surtout de qualité, c'est-à-dire de pouvoir méthanogène, ce qui dépend du type de matière, de leurs conditions de stockage notamment. Il est recommandé de faire des analyses biologiques in situ, et non pas seulement sur des valeurs théoriques. La valeur méthanogène des intrants doit être en cohérence avec le business plan du projet, en amont, et avec les garanties de performance, plus en aval dans le projet. Il est également recommandé de réaliser d'autres analyses d'intrants au fil du développement afin de rester sur des valeurs stables. L'importance des intrants devra vous conduire à être vigilant sur les points clés suivants. Est-ce que le fournisseur d'intrants est capable d'assurer un apport pérenne? Quel est l'équilibre économique recherché? S'agira-t-il par exemple d'un achat des intrants?
ou, comme on le voit souvent, d'une convention d'échange avec le digestat produit par l'unité et que le fournisseur pourra épandre sur ses terres. Ce sont des modalités à bien définir au départ, car le marché des intrants évolue vers une concurrence accrue. Si le prestataire se charge du transport, il est recommandé de vérifier les assurances de responsabilité civile professionnelle. Comme nous l'avons évoqué précédemment, il est essentiel de gérer l'approvisionnement en faisant vérifier le pouvoir méthanogène et de vérifier dans les contrats conclus que la périodicité, la quantité et la qualité des intrants sont détaillés. Si le site présente des accès particuliers, par exemple des horaires de passage spécifiques, il peut être judicieux de les rappeler dans le contrat. Certains intrants supposent des conditions de stockage et ou de préparation spéciaux qui peuvent impacter leur pouvoir méthanogène. Il est là aussi recommandé d'inclure une clause à ce sujet dans les contrats d'approvisionnement d'intrants. Si vous souhaitez donner plus d'efficacité aux obligations du contrat, il peut être utile de prévoir des pénalités en cas de retard de livraison ou d'apport d'intrants ne présentant pas la qualité requise. Il faut également toujours prévoir les modalités de sortie du contrat. Si vous êtes contraint de mettre fin au contrat par la faute du fournisseur, quels seront les coûts qu'il devra supporter ? Nous allons maintenant aborder le contrat de construction. Il faut rappeler que le marché de construction de l'unité suit généralement deux types de montage, selon l'organisation du chantier, le clé en main et l'allotissement. Des montages plus complexes peuvent exister bien entendu, mais il s'agit là des deux plus fréquents. Tout d'abord, le contrat clé en main est le contrat par lequel un constructeur s'engage à livrer un ouvrage complet en état de marche. C'est ce type de montage que nous avons retenu dans les modèles de contrat que vous trouverez dans la toolbox et qui se retrouve assez souvent en pratique. Dans cette configuration, le maître d'ouvrage, le MOA, contracte avec un constructeur qui joue aussi le rôle de maître d'œuvre, sauf si le MOA a décidé, comme c'est recommandé, de nommer un autre MOE externe. Ce constructeur va conclure le plus souvent des contrats de sous-traitance selon les lots et se fournir auprès de fournisseurs d'équipements. Les fournisseurs et les sous-traitants ne sont pas en lien contractuel avec le maître d'ouvrage, qui n'a pour seul interlocuteur que le constructeur clé en main. S'agissant de l'autre type de montage, c'est celui consistant pour le maître d'ouvrage à allotir, c'est-à-dire à répartir les différents travaux de l'unité en plusieurs lots, et donc à plusieurs entreprises. L'allotissement revient pour le maître d'ouvrage à conclure plusieurs contrats, portant le plus souvent sur les lots de l'unité, à savoir un lot process, un lot terrassement et VRD, un lot génie civil et bâtiment, un lot automatisme et électricité, et selon les besoins, un lot traitement des odeurs, un lot épuration, etc. L'allotissement est parfois préféré, car il se présente comme moins onéreux, et chaque entreprise est spécialisée dans son champ d'intervention. Toutefois, c'est un montage qui peut, si les interfaces entre les lots ne sont pas bien gérées, s'avérer beaucoup plus coûteux en cas de désordre. De plus, en cas de problème, les responsabilités respectives de chaque entreprise sont limitées à leur lot, ce qui peut parfois limiter les recours du porteur de projet. Le contrat de conception-construction présente donc des avantages indéniables, à condition d'être bien détaillé et exhaustif. S'il prévoit des lots à la charge du maître d'ouvrage ou de tiers, alors il ne s'agit pas d'un vrai contrat clé en main. Sur ce point, il est utile de se faire accompagner pour éviter les angles morts dans la répartition des rôles. Schématiquement, il implique que la société projet, la SPV, éventuellement accompagnée d'un assistant à maître d'ouvrage, exprime ses besoins au constructeur. C'est au constructeur de proposer une solution technique adaptée et suffisamment détaillée, tenant compte des intrants disponibles et de leur pouvoir méthanogène. Le constructeur sera l'interlocuteur du maître d'ouvrage, même s'il fait appel à des sous-traitants et à des fournisseurs dont il reste responsable. Les points clés du contrat de construction sont nombreux. Aussi, nous n'allons aborder que les plus importants ici. S'agissant tout d'abord du choix du constructeur, il ne faut pas craindre de lui poser par écrit les questions suivantes. Quelle est son expérience réelle en matière de biogaz ? Quelles sont ses références analogues,
même type d'intrant et puissance équivalente. N'hésitez pas à contacter les sites qu'il a réalisés. Une autre question porte sur le fait de savoir comment il est assuré en responsabilité civile professionnelle et en responsabilité civile décennale. Avec quel plafond annuel par sinistre et tout sinistre confondu? Ensuite, a-t-il la disponibilité et les équipes formées nécessaires pour ces missions? Et est-ce compatible avec le délai de mise en service de l'unité et les délais d'obtention des autorisations administratives? Il faut également rappeler que le label Calimeta est de plus en plus exigé par les banques et les assurances, même si ce n'est pas obligatoire pour tous les constructeurs. Le contrat devra ensuite bien détailler les missions du constructeur, qui est chargé de la conception et de la construction d'une unité dans son ensemble, en état de marche et incluant l'ensemble des lots. Il est fortement recommandé de signer un calendrier de chantier. Le constructeur sera en charge d'organiser et de coordonner les travaux des sous-traitants éventuels et il contractera avec les fournisseurs d'équipements directement. Un point à vérifier porte sur les performances de l'unité et de son adéquation aux besoins du maître d'ouvrage. À ce titre, il est conseillé de fournir au constructeur une analyse du pouvoir méthanogène des intrants prévus pour l'alimentation de l'unité afin de conditionner sa performance ou de lui faire vérifier avant la signature du contrat. Les risques de dérapage du chantier peuvent être circonscrits grâce à des pénalités de retard et la performance de l'unité doit donner lieu à une garantie précise à charge du constructeur. En fin de chantier, lors de la réception, veillez à prendre le temps de vérifier que tous les équipements commandés dans le contrat sont présents. Il ne faut pas hésiter à relever les réserves, même mineures, et à les mentionner par écrit avec un délai imparti pour lever les réserves. Sachez enfin que les garanties légales classiques s'appliquent. Décennale de 10 ans sur certains ouvrages, garantie de parfait achèvement d'1 an et garantie de bon fonctionnement des équipements de 2 ans. Et ce, même si elles ne sont pas mentionnées dans le contrat. Le maître d'ouvrage va également conclure un ou plusieurs contrats de maintenance. Il ne s'agit pas d'un contrat obligatoire, mais il s'avère que les compagnies d'assurance conditionnent certaines polices à la conclusion de tels contrats sur l'unité ou sur certains équipements. En cas de désordre, l'absence de maintenance est parfois retenue contre le maître d'ouvrage par les experts judiciaires. La conclusion de tels contrats est donc fortement recommandée. La maintenance confiée par le maître d'ouvrage peut tout d'abord être préventive, c'est-à-dire qu'elle a lieu avant toute casse ou toute panne. Elle peut porter sur l'unité dans son ensemble ou être limitée à un équipement, cogénérateur ou épurateur par exemple. Il est recommandé de bien vérifier que le contrat détaille la liste des tâches à charge du mainteneur, la périodicité et que les pièces, main-d'œuvre et déplacements nécessaires sont bien compris dans le prix. Le contrat peut aussi porter sur la maintenance curative, qui sera mobilisée en cas de panne ou de casse. Le plus important en la matière est que le contrat prévoit des délais contractuels de réaction, soit à distance, soit sur site. Des pénalités permettront de s'assurer de l'efficacité des obligations du mainteneur. Enfin, même en maintenance, il est recommandé de solliciter une attestation d'assurance. Les contrats de maintenance prévoient souvent des garanties de performance qu'il faut décortiquer, car si les exclusions de garantie sont trop nombreuses, alors cela vide la garantie de son efficacité. La valeur garantie doit être compréhensible et facilement vérifiable.